Nous sommes avec Jean Glavany ce matin, député socialiste, et on va parler du Parti socialiste, on va parler de Manuel Valls et de la primaire à laquelle on sait que Vincent Peillon va s'ajouter. L'ex-ministre de l'Éducation nationale se porte candidat à cette élection. Jean Glavany, bonjour. Bonjour. Ancien ministre de l'Agriculture aussi, j'avais oublié de le dire. Bernard Cazeneuve, c'est un bon choix pour Matignon? C'est sûrement le meilleur choix possible. C'est un homme qui a été clairement la révélation de ce quinquennat. Ouais. Pas la révélation pour ceux comme moi le connaissent depuis longtemps. C'est un homme de très grande qualité. C'est un bosseur sérieux, compétent, honnête. Et j'ajoute des qualités que j'apprécie particulièrement. C'est un homme qui a la culture républicaine, le sens de l'État. Ça compte beaucoup, je trouve, par les temps qui courent. Et en plus, c'est un homme qui a le sens collectif, quoi. C'est pas un type qui va faire des concessions ni à la mode, ni au narcissisme. Voilà, il n'a pas l'ego surdimensionné. Ça aussi, c'est très important. Alors, ce qui va être important, c'est que Bruno Le Roux le remplace au ministère de l'Intérieur. Et Bruno Le Roux était le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Vous êtes député. Vers qui se tourne votre regard pour le remplacer? Je n'ai pas encore réfléchi à cette question, mais je pense que ça serait bien que le groupe socialiste, à l'Assemblée, même s'il s'agit d'un intérim ou de quelques mois, mais c'est le cas aussi pour les ministres ou pour le Premier ministre, se pose des questions, qu'on essaye de définir un profil type de ce qui pourrait être celui ou celle qui pourrait présider aux destinées de ce groupe pendant 5 mois, à vrai dire. Il y en a à l'intérieur du vivier, oui, il y en a. On est 300, donc il y a quand même l'embarras du choix. Il y a des hommes et des femmes de qualité. Même si la session parlementaire va prendre fin, si j'ai bien compris, dans les derniers jours de février, donc on a 2 mois et demi, 3 mois à vivre ensemble. Il reste que ce choix peut avoir quelque chose de symbolique et d'important. Donc voilà. Vous pourriez vous assurer ce rôle? Je pourrais sûrement assumer ce rôle. Vous avez je m'en sens l'expérience, la capacité, surtout l'amour du Parlement, qui est quelque chose pour moi essentiel quand on veut exercer ce genre de fonction. Je suis pas absolument sûr que mon ancienneté me place en bonne position. Donc je demande rien. Non, vous ne demandez rien. Je ne demande rien. Alors, lucidité, vous avez dit qu'il avait bien fait, le président de la République, de jeter l'éponge, entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas se représenter. Oui, j'ai dit que c'était un... D'ailleurs, j'ai trouvé que dans son... Un acte de courage, vous avez dit. Oui, courage, dans la mesure où il y a des actes de courage qui sont quand même humainement plus importants. Je veux dire, quand un pompier se jette dans les flammes ou qu'un sauveteur en mer sort par force 10 pour se... Voilà, donc, mais ce que je trouvais courageux, c'est qu'il a dû, se confronter à lui-même et surmonter son penchant profond. Tout le monde sait qu'Hollande voulait se présenter. Tout le monde sait qu'il ne pensait qu'à ça, qu'il était obsédé par ça. Et il faut avoir un certain courage au sens lucide du terme, le mot lucidité viendra après, pour dominer son penchant. Voilà, c'est ça que je veux dire, et pour se convaincre soi-même que la décision qu'on a dans la tête depuis longtemps n'est pas la bonne. Ça c'est un acte de courage psychologique, je veux dire. La lucidité, c'est que d'ailleurs dans son discours lui-même emploie le mot lucidité, c'est-à-dire malgré les ors du pouvoir, malgré etc. Je vais toujours rester lucide. C'est-à-dire au fond, il a cette lucidité de l'analyse politique, des rapports de force, de la situation de l'opinion. Et je trouve que de ce point de vue, cette décision était lucide. Vous pensez que Valls a joué un rôle dans son renoncement ? Dans la mesure où le Premier ministre avait un contact privilégié avec le Président de la République, le binôme, le couple de l'exécutif président-Premier ministre fonctionne au quotidien, ils se parlent beaucoup, en plus c'était en confiance, en amitié, etc. Je pense que dans la prise de conscience de la situation, dans cet acte de lucidité, beaucoup de gens ont joué un rôle. Et le Premier ministre aussi. Mais je veux dire, il y a des ministres importants dont on sait qu'ils ont joué un rôle et qu'il y a d'environnement proche, y compris d'après ce qu'on me dit, parce que je ne le fréquente pas, le milieu familial, tout ça, a joué un rôle. Donc il y a quand on a face à des décisions si graves et si difficiles, évidemment, il y a des influences qui s'exercent. Vous allez soutenir Manuel Valls ? Je pense, oui, parce que j'attends de savoir tous les candidats qu'il y aura, mais oui, j'ai plutôt l'intention de soutenir Valls. Je suis un ami exigeant de Valls, je le connais depuis très très longtemps. C'était une jeune pousse quand vous étiez ministre. Oui, quand il était au cabinet de Michel Rocard, dans les années 80, donc je me souviens de lui depuis très longtemps. Il m'est arrivé d'être
très critique à son égard, notamment il incarnait un peu la deuxième gauche. Dans la primaire de 2000, c'est pas seulement ça. Dans la primaire de 2011, je lui avais dit 6 mois avant, j'avais dit mais tu t'y prends tellement mal que tu feras 5%. Et il avait fait 5%. Et je pense fondamentalement qu'il a changé. Il s'y prend mal ou c'est Non, il s'y prenait mal à l'époque. Il se prenait très mal. À mon avis, sous de l'influence peut-être de communicants qui avaient l'obsession de trianguler. Vous savez, cette espèce de théorie des communicants qui consiste à dire qu'il faut toujours aller chercher chez les adversaires politiques les thèmes qui vous permettront de démontrer que vous êtes transgressif et libre. Et cette obsession de la triangulation lui a fait beaucoup de mal à l'époque. Je pense que depuis, il a vieilli, il s'est assagi, que l'exercice du pouvoir dans des rôles extrêmement compliqués, ministre de l'Intérieur, Matignon, lui a donné une expérience incontournable, dont il s'est très bien sorti. Il a été un très bon ministre de l'Intérieur, un bon Premier ministre. Et du coup, je trouve que ça a fait un candidat naturel pour la majorité parlementaire. Il peut rassembler ? Alors c'est sa démonstration qui reste à faire. Voilà. Et donc c'est à lui de faire maintenant la démonstration de sa capacité à... ou d'autres personnes. Oui, mais ça, écoutez, il y a des gens qui sont dans des logiques de rassemblement, et c'est ce qu'on attend de certains candidats, et en particulier de Valls. Rassembler les siens, rassembler la gauche, rassembler le peuple français, parce qu'au fond, si on veut... Moi, je dis toujours ça à des jeunes élus, mais ça doit être le b.a.-ba de la politique. Quand on fait de la politique, c'est pour rassembler. Si on veut réformer, si on veut monter des dossiers, si on veut agir, il faut rassembler, il faut pas être seul et contre tous, il faut rassembler. Et donc j'attends ça de Valls, c'est à lui d'en faire la preuve, je pense qu'il en est capable, et je regarde avec une certaine sévérité tous ceux qui sont non pas dans la logique de rassemblement, mais dans la logique d'empêchement. Donc ça m'intéresse pas. La candidature de Vincent Peillon qu'on vient d'apprendre, là, c'est pour vous une candidature d'empêchement ? J'attends. J'ai beaucoup d'estime pour Peillon, c'est une belle intelligence, c'est un homme cultivé, un agrégé de philo, absolument. J'ai lu toujours ses livres avec passion, je pense que c'est un intellectuel. Je pense que c'est plus un intellectuel qu'un politique. Je suis un peu surpris de sa candidature parce que je me souviens d'un tête-à-tête dans les derniers jours ou dernières semaines au ministère de l'Éducation nationale où il m'avait expliqué pourquoi il voulait prendre de la distance avec la politique. Il me semblait que c'était pas du tout temporaire, définitif. Donc je voudrais être sûr qu'il n'est pas instrumentalisé, mais j'ai trop d'estime pour lui pour penser qu'il est instrumentalisé, donc j'attends de voir. Comment ça va se passer ? Parce que là, on calculait tout à l'heure en coulisses 10 candidats déclarés. Ça va être compliqué à organiser. On a l'impression quand même que c'est un peu un tout sauf Valls, tout ça aussi, non ? C'est ce que je ne voudrais pas, parce que on est dans l'empêchement et non pas dans le rassemblement. Je pense que la logique de rassemblement l'emporte toujours. En tout cas, en politique, c'est ça qu'il faut chercher. Combien il y avait de candidats à la primaire de la droite ? 10 aussi, non ? À l'origine, oui, vous avez raison. Vous êtes un meilleur connaisseur que moi de vous avez raison, oui. Donc, voilà, ils n'ont pas tous eu leur parrainage, c'est ça. Peut-être que dans cette liste, peut-être qu'ils n'auront pas tous leur parrainage non plus. C'est vrai. Mais le point d'équilibre du parti, parce que le Parti socialiste, vous êtes très inquiet quand même sur son avenir. Non, il se porte plus mal que la SFIO en 1969. C'est quand même. Je ne suis pas très inquiet pour son avenir. Au contraire, je suis plein d'espoir pour son avenir. Mais je suis très sévère sur son état. Oui. Je pense effectivement que le Parti socialiste est dans un état comparable, voire plus délétère que la SFIO en 69. Plus de projets, plus d'idées, plus de stratégie, plus d'alliances. Depuis quelques jours, plus de chefs. Et je pense que beaucoup de gens ne sont pas conscients et qu'à la tête du Parti socialiste, il n'y a pas cette lucidité, justement. On devrait avoir la même lucidité sur l'état de notre état collectif que François Hollande l'a eu sur son acte de décision. Mais il ne va pas mourir, il ne va pas imploser, ce PS. Non, si je dis ça, ce n'est pas pour me complaire dans le dénigrement de ces gens. Il est urgent de reconstruire. Et je me projette dans l'avenir. Et l'élection présidentielle peut être l'occasion d'entamer cette reconstruction. Par exemple, on va pas aller... Avant la présidentielle. Mais l'élection présidentielle, la logique pour qu'on ne va pas aller à cette élection présidentielle seulement avec un bilan. Il faut y aller avec un projet. Donc le Parti socialiste, il va être, bousculé par le ou la candidate, le candidat qui sera le sien pour avoir un projet, qui va aller devant le peuple français avec un projet. Et ça sera le début d'une reconstruction que j'appelle vraiment de mes voeux. Alors Jean Glavany, justement, le point d'équilibre, il est où ? Il est du côté de Valls, si on vous écoute... il a vos faveurs, ou du côté d'une politique et d'un projet plus à gauche que pourrait incarner Montebourg, Moi, je suis, mais d'une manière définitive, pour que nous soyons une gauche de gouvernement. Une gauche de gouvernement. C'est-à-dire une gauche qui met les mains dans le cambouis, qui se retrousse les manches et qui agit pour faire marcher la machine et faire avancer le schmilblick. Ce qu'on fait dans nos mairies, dans nos conseils généraux, départementaux, je suis vice-président d'un conseil départemental, dans nos régions, on agit.
Donc, on n'est pas là pour faire de la protestation, de la dénonciation, on est là pour agir, pour répondre aux besoins des Français. Nous sommes au service des Français. Et donc, on n'est pas au service par la protestation, on est au service par l'action. Et donc, je suis pour une gauche de gouvernement responsable. Maintenant, parfois, je me dis, j'aimerais bien un peu plus de progrès social, j'aimerais bien un peu plus de justice sociale, j'aimerais bien... Mais bon, pour ça, il faut une économie qui marche. Il faut des entreprises qui soient performantes, ce que vous dites là, ça correspond au profil de Valls, enfin à ce qu'il dit. Parfois, je lui ai dit, j'aimerais bien qu'il affirme un peu plus des convictions plus marquées, mais je crois qu'il est plus proche du centre de gravité de la gauche que bien des autres candidats. Oui. Néanmoins, il y a quand même des dangers pour la gauche, enfin pour le Parti socialiste. Il y a Mélenchon à la gauche de la gauche. Il y a Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous pensez du parcours d'Emmanuel Macron ? Je connais Macron. Il est étonnamment solide dans les sondages. Oui, on va voir. Vous savez, les sondages. Hein, oui, mais il y a quand même quelque chose là qui est étonnant. Oui, mais regardez. Vous connaissez bien. Je le connais bien, y compris parce qu'il passe ses vacances dans ma circonscription, où il a passé une partie de son enfance, où sa grand-mère est arrêtée à Bagnères de Bigorre, qu'il va skier à la Mongie, toujours dans ma circonscription, que nous avons des mêmes amis là-haut dans la montagne, et donc même restaurant d'altitude que nous fréquentons chez Éric Le Berger du Tourmalet. Alors bonjour à Éric Le Berger. Bonjour à Éric Avadi. Mais donc je le connais bien, c'est un garçon extrêmement brillant, compétent, qui a une vraie intelligence conceptuelle de la France, de l'État, de la République, de la société. J'ajoute un homme cultivé, ce qui est assez rare en politique, son côté ancien assistant de Paul Ricoeur. Rare aujourd'hui, vous voulez dire. Oui, rare aujourd'hui. Vous en avez connu par le passé qui était quand même très cultivé. Beaucoup plus que ça. Mitterrand était un monument de culture. Mais enfin, son côté ancien assistant de Paul Ricoeur, ça me touche, moi. Bon, il lui manque quelque chose à Emmanuel, c'est au fond cette culture démocratique, c'est-à-dire le fait qu'ils veulent passer directement, en passant par-dessus tous les échelons de la vie démocratique. Ça ne m'intéresse pas d'être député, ça ne m'intéresse pas d'être maire, je veux être président tout de suite. Il y a un côté, il lui manque une case, voilà, cette confrontation avec les électeurs. Il va un peu vite. Ou en tout cas, il va avoir ce handicap. Et il a ce handicap. Et il lui manque cette case démocratique, voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui est lourd, et lourd comme handicap. Et le deuxième handicap, c'est qu'il faut faire très attention dans la vie politique à la tentation de l'homme providentiel. Et si on ne passe pas justement par la case démocratique, on s'expose à être l'homme providentiel. On n'a pas besoin d'hommes providentiels en France, on a besoin d'hommes et de femmes courageux, le pied dans le terroir, les mains dans le cambouis, agissant au quotidien pour leurs concitoyens. Le programme de François Fillon est dangereux pour la France ? Vous savez, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis toujours étonné que des commentateurs à gauche ou ailleurs s'étonnent qu'une primaire de droite, faite pour consulter les électeurs de droite, sur le meilleur candidat de droite, défendre une politique de droite, et une politique, s'étonne que le candidat de droite soit un programme de droite. Oui. Bon, voilà. Donc je m'en étonne pas. Ouais. Pour tout vous dire, j'ai plus de respect pour Fillon que pour Sarkozy, parce que je trouve que je n'aimais pas du tout, mais pas du tout le côté bling-bling, le côté vulgaire, le côté Sarkozy, énervé, agité de Sarkozy, et encore moins son côté casserole, affaires judiciaires. Au moins, avec Fillon, on est débarrassé de tout ça. Ouais. Mais ça ne suffit pas. Je combattrai son projet farouchement, mais je pense que tout projet de droite est un projet de droite. C'est normal. C'est un redoutable adversaire. Il est dur, hein, Fillon. Oui, moi, je ne le sous-estime pas du tout. C'est pas un tendre. Je le pense républicain, mais c'est pas un tendre. C'est pas un tendre. Mais il incarne quoi ? Il incarne une droite classique ou une droite oui, il incarne la droite traditionnaliste, sartoise. Sartoise, bien de chez nous. La droite rurale, catholique, et bien de chez nous. Ouais, voilà. D'accord. Vous serez candidat à votre réélection Oui, j'ai pris cette décision finalement. Pourquoi très finalement récemment. Pas parce que je voulais être sûr de moi. D'ailleurs, au fond, faut pas rentrer dans une routine répétitive en disant par automaticité. Il va bien falloir que je m'arrête un jour. Ça serait le combienième mandat Ça, le 5e. Et donc je m'arrêterai là. Ça serait le dernier si je suis élu. Ça sera le dernier. Il y a plein de raisons. D'abord parce que j'ai encore beaucoup d'enthousiasme pour ce que je fais au plan local. J'aime le contact avec les gens, j'aime travailler avec les élus, j'aime les Pyrénées, les Hautes-Pyrénées en particulier. Donc cet enthousiasme-là est intact. Et le combat va être difficile. Je suis joueur de rugby, je ne suis pas genre à me dégonfler quand le match s'annonce difficile. Donc je ne voulais pas me dégonfler parce que le combat va être très difficile. Et enfin, c'est un peu, ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure. La gauche est un peu en miettes.
Il va falloir reconstruire. Je préférerais finir ma vie politique que dans un projet de reconstruction qu'au moment où les choses sont difficiles. Voilà. D'accord. C'était le talk de Jean Glavany qui nous a dit qu'il allait aider, soutenir Manuel Valls, qui peut être le point d'équilibre d'un renouveau du Parti socialiste qui traverse une période particulièrement difficile. Et maintenant, avec Mathilde Sirot, nous allons poser vos questions, chers internautes, à Jean Glavany. Questions multiples et variées qui doivent être très nombreuses. Bonjour Mathilde. Bonjour Yves, bonjour Jean Glavany. Bonjour Mathilde. Tout de suite, une question de Dolores Baudelot, c'est en direct, elle vient juste de la poser pour vous. Est-ce que le côté dictateur de Manuel Valls ne vous choque pas? Dictateur. Vous voulez dire autoritaire? Autoritaire, voilà, le 49.3, son côté un peu, parfois colérique. Le taureau catalan a du caractère. Eh bien, je vais vous étonner. Oublions le mot dictateur, ou alors, c'est pas oublions, contestons-le, parce que ça n'a aucun sens de parler de dictature. Non, mais je pense que ça voulait dire autoritaire. Autoritaire. Manuel Valls a de l'autorité. Figurez-vous que parfois, moi, je pense que ça fait du bien dans C'est ce qui a manqué peut-être à François Hollande? Je vous laisse l'entière responsabilité de votre propos, mais c'est un peu ce que je voulais dire. Vous étiez avec lui hier soir à la caissure? Oui. Et quel était le sens de cette soirée? Quel message a été passé? Le message, c'était surtout pour nous, un certain nombre de parlementaires, députés et sénateurs, de montrer que Manuel Valls n'était pas un homme seul qui divisait, mais qu'il avait déjà une capacité de rassemblement. Il y avait toutes les sensibilités du PS qui étaient rassemblées. Ça m'a beaucoup marqué. Des jeunes, des vieux, des anciens, des très jeunes, des venus de tous les horizons historiques du parti, de la direction du parti, d'autres venus d'horizons. Voilà. Ce que j'ai apprécié dans cette réunion, c'est que justement, il y avait là le début d'un rassemblement. C'est ce qui m'intéresse dans la politique, le rassemblement. Et au bout, c'est le rassemblement des Français qu'il faut viser. Mais les candidatures de division ou d'empêchement ne m'intéressent pas. Celles de rassemblement. Et donc, c'est à lui de faire la preuve. C'est à lui de faire la preuve qu'il est rassemblé. Ses premiers discours vont dans ce sens. Cette démonstration d'hier soir aussi. Il faut continuer. Il faut faire la preuve. Est-ce que c'est le sens, notamment, de la nomination de Didier Guillaume, qui était un fidèle de François Hollande, qui vient d'être nommé directeur de campagne de Manuel Valls? Mais Valls était un fidèle de Hollande aussi. Il était dans son équipe de campagne. Il était son ministre de l'Intérieur. Il était son Premier ministre. Il y avait aussi une fidélité de Valls à l'égard de Hollande. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'hier soir, il y avait plein de fidèles de Hollande. Hier soir, oui, bien sûr. Et c'est justement... il y a dans les Hollandais, il y en a qui sont d'abord déçus du renoncement de François Hollande, qui sont un peu dans l'amertume, mais il y en a aussi qui ont su déjà tourner la page, et donc qui étaient là aussi, et qui s'intéressent à l'avenir et pas au passé. Et ceux-là s'inscrivent déjà dans le rassemblement. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Jean Glavany, une question qui revient assez régulièrement sur la primaire de la gauche. Marie-Noëlle Lienemann est la seule candidate en lice. Elle pourrait d'ailleurs la seule femme, oui, la seule candidate. Elle pourrait se rallier à Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon, ce qui signifierait une primaire 100% masculine, alors qu'on a beaucoup critiqué celle de la droite, où il y avait une seule femme, Nathalie Kosciusko-Morizet. Est-ce que c'est un problème? Oui, c'est un problème. Je ne veux pas le cacher. En même temps... le Parti socialiste a fait la preuve déjà d'un passé pas si éloigné, qu'il était capable de présenter... Beaucoup plus que les Républicains, qu'il était capable de présenter une femme à l'élection présidentielle, c'est le Royal, qu'il était capable d'avoir une première secrétaire femme, Martine Aubry, qu'il était capable d'avoir un ministre très important, qu'on a un gouvernement... Même une candidate à la présidence. Voilà, un gouvernement totalement paritaire. Quand on regarde l'hémicycle, vous savez bien que le groupe auquel j'appartiens, qui n'est pas encore totalement paritaire, mais qui a fait de gros progrès, est exemplaire, ou en tout cas c'est celui qui est le plus exemplaire ou le moins condamnable dans l'hémicycle. Donc oui, c'est un problème, mais bon, il ne faut pas se battre la coupe systématiquement. Ouais. Une séquence qui a été parfois un peu critiquée pour son aspect caricatural, c'est le discours d'Evry de lundi soir de Manuel Valls. Vous savez, on l'a vu donc dans son ancienne mairie, entouré de citoyens qui avaient, semble-t-il, été choisis pour représenter aussi la diversité. Est-ce que ce n'était pas un peu daté comme mise en scène de déclaration de candidature? Vous savez, pardon de vous parler comme ça, mais je suis suffisamment ancien dans la politique et dans la vie démocratique pour ne plus attacher beaucoup d'importance aux mises en scène, comme vous dites. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le fond des discours et le fond des choses.
peu m'importe le décor autour de Manuel Valls dans ses discours, ce qui m'a intéressé, c'est, j'y reviens avec une espèce d'insistance, le mot rassemblement et la théorie du rassemblement qu'il a développée. Je crois que c'est fondamental. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous rassembler, nous les socialistes, nous la gauche, nous les Français. Et s'il marque sa campagne du saut du rassemblement, je pense qu'il est dans le juste. Bon, ça ne m'intéresse pas de savoir avec quelle mise en scène. Ce qui m'intéresse, c'est le fond. Une question de Ramzi Gerbi. Bonjour Monsieur Jean Glavany. Vous avez dit concernant le Front National et Marine Le Pen que cette dernière ne défend pas la laïcité, mais la guerre contre l'islam. Est-ce que vous gardez toujours cette même position à ce sujet ? Je pense que le Front National et Marine Le Pen n'ont rien de laïque. Je pense qu'ils se sont emparés dans une espèce de manœuvre audacieuse, mais qui ne concerne pas que la laïcité, toutes les valeurs républicaines. Ils ont préempté le bleu, blanc, rouge, la Marseillaise, les valeurs de la République, etc., dont la laïcité. Et il n'y a rien de laïque dans la démarche. Il n'y a rien de laïque dans la démarche de Madame Le Pen. C'est cosmétique pour vous. Mais c'est même pas cosmétique, c'est une usurpation de titre. La laïcité n'a jamais été une guerre contre les religions, jamais. Elle aurait pu l'être, hein. Il y a eu des débats. Au début, quand même. Non, contre une religion. Une religion, Une religion, une seule. Non pas parce qu'elle était une religion, mais parce qu'elle était dominatrice de l'espace politique. Mais il y a d'autres religions qui, à l'époque, se sont battues. Les protestants ont été les meilleurs laïcs à la fin du 19e siècle. Ils ont aidé la République à construire la laïcité. Donc c'est pas un combat contre les religions, c'est un combat contre les intégrismes religieux. Et donc nous devons toujours, nous, en républicains, faire la distinction des religions libre exercice des cultes et les intégrismes qui veulent imposer leur loi à la République, combat éventuellement la guerre, d'ailleurs, quand ils tuent des jeunes Français à la terrasse des bistrots ou au feu d'artifice. Donc quand on dit que la laïcité, c'est pour combattre une religion, comme elle le fait, et une seule, c'est-à-dire l'islam, elle se trompe lourdement et elle trompe les Français. Et donc ça, c'est une première erreur. En plus, quand elle le fait au nom d'une autre religion, souvent pour défendre les racines chrétiennes de la France contre l'islam, tout ça est une erreur complète d'un point de vue de la théorie républicaine et de la valeur laïcité. Donc je dénie le droit à Madame Le Pen de se dire laïque. Ce n'est pas vrai. Elle n'a rien de laïque. Elle peut gagner l'élection présidentielle ? Il faut toujours se méfier, vous savez. Moi, je ne suis pas du genre du tout comme irresponsable, ni à sous-estimer les adversaires et les adversaires politiques. Je me dis que j'avais beaucoup d'estime, de respect pour l'adversaire François Fillon. C'est un adversaire dur à battre. Ouais. Et donc, il ne faut pas le sous-estimer. J'ai moins d'estime pour Madame Le Pen que pour M. Fillon. Je crois que lui est républicain, pas elle. Mais il ne faut pas la sous-estimer. Il ne faut pas la sous-estimer. Ça va vous faire plaisir, parce que souvent, là, Internet, c'est... ça tire à boulet rouge. Vous êtes excellent, Monsieur Glavany, nous dit, j'ai vu tout à l'heure. Je vous le dis, parce qu'il faut quand même se le dire de temps en temps. Hein. D'autres disent courage, Monsieur Glavany. Voilà. Et surtout, on voit c'est Félicia Eustache. Courage, ouais. Une dernière question ? Non, mais on voit que la primaire, donc c'est quand même pour très bientôt. Là, on commence à avoir la liste des candidats qui se dessinent et tous vous demandent alors Valls, Montebourg ou Peillon. Maintenant, on a envie d'avoir les camps très, très distincts. Oui, mais bon, il y a eu le temps de la primaire de la droite qui a emporté tout sur son passage au sens médiatique et du débat d'opinion. Et c'était normal. Et maintenant, on rentre... Vous croyez qu'elle va passionner autant, la primaire de la gauche ? Je n'en suis pas sûr. Je l'espère. Il faut qu'on fasse tous ces efforts pour. Mais j'en suis pas sûr. Combien d'électeurs, vous pensez ? Je ne fais pas de pronostic. Ouais. Voilà. Plus il y en aura, mieux ça vaudra. Parce que c'est un exercice démocratique. Voilà. Moi, là, je respecte profondément et j'estime l'exercice démocratique que la droite a réalisé. Bravo, chapeau. Essayons de montrer que nous sommes capables d'en faire autant. Ça ne va pas être facile parce que l'état de la gauche et du Parti socialiste en particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne facilite pas la tâche, si j'ose dire. La mobilisation de l'opinion non plus, de l'opinion de gauche. Mais enfin bon, on a un exercice démocratique, notre devoir c'est de le réussir. Et donc, vous êtes favorable aux primaires, au principe ? Non, j'ai toujours été défavorable. Je vais vous dire pourquoi. Une des choses qui m'a opposé à Montebourg. Je trouve d'une part que c'est contraire à une certaine culture démocratique. On a fait ça pour démocratiser la Ve République, on va dire en haut. Et en fait, on le sur-présidentialise. On fait durer le débat et on est à la recherche d'un homme ou d'une femme d'une manière obsessionnelle pendant un an. Donc on est dans la sur-présidentialisation du régime avec les primaires. Donc c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que les questions que se posent les Américains sur leur processus de primaire, c'est-à-dire au fond le fait que ces primaires s'adressent à une minorité qui est le noyau dur des électorats, n'est pas la meilleure manière de provoquer des rassemblements. Je m'explique, même la droite
Ils ont 4 millions d'électeurs, mais pour être élu, il faut en faire 20. Donc il en manque 20, grosso modo 18. Il en manque, oui. Il en manque 16. Et les 4 qui ont voté, là, sont-ils représentatifs des 16 Et non. Les études montrent que non. Et les études montrent que non. Et c'est pour ça que je ne suis pas pour les primaires. Voilà. Maintenant, c'est fait. Et donc, je suis un militant et un responsable politique discipliné. Mais puisqu'il faut le faire bien, il faut le faire démocratiquement, il faut être exemplaire. C'était les réponses à vos questions, cher internaute, de Jean Glavany, qui a répondu assez clairement à toutes les interrogations que vous nous avez transmises. Merci Mathilde, merci Jean Glavany. Merci à vous.